Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition du soir. À la une, ce soir, modification des lois du code pénal et le code de procédure pénale. L'opposant Ousmane Sonko accuse le français Tony Blair de souffler à l'oreille du président Macky Sall. Le leader de PASTEF voit également dans ces lois une volonté manifeste de l'État de museler ses adversaires politiques. Ils seront près de 294 000 candidats cette année à l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et au concours d'entrée en 6e prévu les 6 et 7 juillet prochains. La direction des examens et concours rassure déjà toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de ces évaluations. Autonomie financière des femmes en milieu rural à Kolda. Les autorités de Médina Chérif veulent s'appuyer sur l'agriculture et la transformation des produits locaux pour sortir les femmes de cette localité de la précarité. À suivre le reportage d'Hassan. Fin d'édition, la rubrique Fenêtre d'Afrique revient sur le verdict du procès du coup d'État manqué de 2019 au Gabon. Nous serons en ligne de Libreville avec Aziz Adewalen Chandi dans les coulisses de ce procès. L'examen de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e sont prévus les 6 et 7 juillet prochains sur l'ensemble du territoire national. Plus de 293 700 candidats se sont inscrits à ces examens. La direction des examens et concours en conférence de presse ce matin rassure. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement de ces évaluations. Mamseyna Boubabou et Moussa Fall. 293 733 candidats composent cette année au CFE. Ils sont accueillis par 1819 centres. Pour éviter de laisser en rade les élèves qui ne disposent pas de pièces d'état civil, une base de données est éditée en attendant la régularisation de leur dossier. Parlant d'état civil, je voudrais rassurer tous les parents d'élèves de l'initiative heureuse prise par M. le ministre de l'Éducation nationale qui consiste à enrôler dans la base Anadole tous les candidats ne disposant pas de pièces d'état civil en attendant un suivi diligent par les inspecteurs d'académie de leur dossier de régularisation. Pour le bon déroulement des évaluations, des dispositions financières, humaines et logistiques sont prises en croire le directeur des examens et concours. Cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l'organisation de ces évaluations. La phase d'administration des épreuves nécessite la mobilisation de 1819 chefs de centre, 1819 adjoints aux chefs de centre, 11 750 salles de classe en moyenne et environ 23 500 surveillants de salles et secrétaires au moins. Compte tenu des exigences particulières liées au contexte de pandémie à Covid-19, d'importantes dispositions ont été prises également sur les plans pédagogiques et sanitaires. En effet, certaines activités qui se déroulaient dans les inspections d'académie après l'administration des épreuves sont délocalisées comme l'année dernière. Elles se tiendront ainsi dans les inspections de l'éducation et de la formation. Une telle mesure permet d'éviter de regrouper un nombre important d'agents pour une durée relativement longue. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des mesures barrières prévues dans le protocole sanitaire. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, le directeur des examens et concours appelle à la vigilance et à la synergie des actions de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus afin de permettre un déroulement normal de l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e. À noter que les examens de BFM se déroulent à partir du 9 août. Loi sur le terrorisme, Ousmane Sonko décrit les 2 projets de loi visant à renforcer la lutte antiterrorisme votés vendredi dernier à l'Assemblée nationale pour le leader du parti PASTEF. Donc son parti est ciblé. Ousmane Sonko dénonce également l'influence de la France sur les décisions de l'État du Sénégal. Compte rendu de son point de presse tenu ce matin, Mamadou Dian et Moussa Fall. Ousmane Sonko
est en déphasage avec la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Selon le leader de PASTEF Les Patriotes, c'est juste pour éliminer des adversaires politiques. Son parti en ligne de mire à ses yeux. L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir classer des organisations politiques comme organisations politiques terroristes et interrompre tout processus de financement participatif par les Sénégalais, incriminer toute personne qui verserait 1 centime à ce parti. Nous disons que cela ne passera pas. Ousmane Sonko laisse entendre que Macky Sall suit des ordres politiques de la France et tend l'oreille à des hommes comme l'ancien Premier ministre anglais, Tony Blair. Je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Monsieur Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Cette loi, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, est une première dans le monde, selon le leader de PASTEF Les Patriotes, même si en réalité, la loi existe depuis 2007 sur les faits. Mais il reste quand même convaincu qu'il s'agit d'une magouille pour un 3e mandat. Par ailleurs, Ousmane Sonko demande au président de la République de dire où se trouvent les prisonniers ramenés de Guantanamo, selon lui. Et puis cette saisine d'une vingtaine de députés pour faire annuler, les modifications apportées au code pénal et code de procédure pénale. Quelles sont les chances d'aboutissement? Professeur Serigne Thiam souligne que les adversaires du président de la République ont respecté au moins le délai de 6 jours en lien avec l'introduction de la saisine et que dès lors, ils peuvent espérer, même si d'autres paramètres sont à prendre en compte. Professeur Serigne Thiam au micro de Mme Abdougaï Kassé. La recevabilité, c'est quoi encore? C'est de respecter le délai de 6 jours suite à l'adoption par l'Assemblée nationale. L'opposition a respecté ça et il y a les 1/10 des députés qui représentent l'Assemblée nationale. Et pour ça, donc, les députés sont dans leur droit de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Ça, c'est la recevabilité. Le Conseil a l'obligation maintenant, si toutefois est respecté, de ne pas refuser la saisine et de l'accepter. Maintenant, c'est autre chose que de se prononcer sur le bien fondé. Le bien fondé, c'est quoi? Ils ont dit que les députés de l'opposition, que la loi est inconstitutionnelle, ne respecte pas la Constitution et probablement peut-être porterait atteinte à l'article 10 de notre Constitution qui garantit la liberté de manifester. Si le Conseil constitutionnel juge du bien fondé du recours et que vraiment la loi porte atteinte à ces libertés fondamentales, cette loi sera déclarée inconstitutionnelle et sera écartée. Si maintenant l'opposition n'arrive pas à convaincre le Conseil constitutionnel et que c'est simplement des infractions qui existent déjà dans le code pénal et qu'on n'arrive pas à montrer le caractère inconstitutionnel, là aussi la loi sera déclarée constitutionnelle et ça va être appliqué ad vitam aeternam parce que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, c'est des décisions qui ne sont pas frappées de recours. Il est impossible de faire un recours par rapport à ça. Et puis relance du secteur touristique, l'AIBD et l'Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme ont signé une convention de partenariat. C'est pour promouvoir la destination Sénégal à travers la relance des activités du tourisme et du transport aérien. Doudouka, directeur général de l'AIBD, est au micro de Moutaga Khan. La convention que nous allons signer dans quelques minutes vient assurément à la bonne heure, au moment où le secteur du tourisme et des transports aériens commence timidement à connaître un regain de vitalité avec la généralisation progressive du vaccin et la régression de la pandémie dans la plupart des pays de la sous-région. De même, le développement du transport aérien, qui est une composante de l'aviation civile, est intrinsèquement lié, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, la promotion touristique, à l'expansion du tourisme. L'immense majorité, et ça c'est les chiffres qui le disent, des passagers
aériens internationaux voyagent à des fins touristiques. La signature de cette convention de partenariat, je le rappelle, entre l'AIBD SA et l'ASPT intervient à l'heure où nous opérons des choix pour faire évoluer les politiques de promotion de la stratégie du hub aérien et touristique 2021-2025. Et pour le directeur de l'ASPT, le secteur des transports aériens ne peut décoller sans le tourisme. Pape Mahawa Diouf préconise une meilleure valorisation de notre patrimoine national. Il est au micro de Muntaga Kane. Durant 3 ans, grâce à des actions conjointes, nos deux entités œuvreront à la mise en place d'un service d'accueil performant et digne de la destination sénégalaise. Il est en effet essentiel, chers partenaires de l'AS et de l'AIBD, que nous nous engagions à optimiser l'expérience des voyageurs, en parfaite cohabitation bien sûr avec les impératifs de sécurité et de sûreté aéroportuaire, en mobilisant tous les acteurs de la chaîne aéroportuaire et en l'intégrant des projets de développement d'AIBD SA. Tout cela, monsieur le directeur général, bien sûr, pour la satisfaction permanente des clients que nous avons finalement tous en commun. Dans ce contexte de crise que nous vivons, il est primordial que les voyageurs reprennent dans les meilleures conditions l'expérience du voyage. Gestion de l'eau. À présent, le ministre de l'eau et de l'assainissement a procédé au lancement des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Et au Sénégal, oui, ce programme vise à faire le diagnostic de la situation actuelle des ressources en eau, les contraintes, mais aussi les besoins en eau. Serine Baïtiam pour plus de précision au micro de Muntaga Kane. C'est un exercice extrêmement important qui va durer 3 ans, qui a déjà démarré pour les études préliminaires depuis 1 an. Donc dans 2 ans, nous aurons les résultats de cette étude-là. Nous avons souhaité y associer toutes les parties prenantes, tant au niveau central qu'au niveau territorial. C'est ça qui a expliqué la présence des gouverneurs, dont certains ont assisté au lancement en présentiel et d'autres en virtuel. Et nous voulons engager toute la population du Sénégal, notamment tous les acteurs et partenaires, à s'impliquer dans cette étude que nous avons confiée à un cabinet qui a les capacités pour mener cette étude-là. Le territoire du Sénégal a été divisé en 5 unités de gestion et de planification des ressources en eau. Chaque unité de gestion est une unité qui a une homogénéité sur le plan des conditions et de la disponibilité des ressources en eau. Je peux citer une UGP une unité de gestion et de planification qui regroupe la région de Cap-Vert, l'autre qui regroupe la région de Casamance, l'autre qui regroupe le bassin arachidier, l'autre qui regroupe la zone du Sénégal oriental, ainsi de suite. C'est ça qui permettra à l'État de faire tous les arbitrages sur les usages et de faire les planifications sur l'utilisation des ressources en eau, les forages, les eaux de surface, les eaux souterraines, ainsi de suite. Et à Kaolack, les populations du quartier Ndangan sont très remontées contre leurs autorités municipales. Les dernières pluies enregistrées ont entraîné des inondations sur place. Oui, un tractopelle offert par le président du Chambre des commerces soulage ces populations de leur calvaire. Reportage à Kaolack, Adamassar. Les premières pluies enregistrées dans la ville de Kaolack suscitent déjà des inquiétudes. Nous sommes dans le quartier abattoir Nangan. Ici, des travaux de drainage sont en cours pour parer à toute éventualité. Le difficulté du quartier, ce sont les canalisations. On a besoin de canalisations au niveau du quartier. On a dit que c'est Kaolack Nangan qui est le premier quartier. Le premier quartier de Kaolack. Depuis lors, le quartier n'a aucune canalisation. Abattoir Nangan fait partie des quartiers inondables de la commune de Kaolack, un vrai calvaire pour les femmes. Hivernage, notre quartier devient inaccessible. Même pour évacuer un malade, c'est très difficile. Pour les femmes, pour rendre au marché, c'est la croix et la bannière.
Dans ce quartier, les jeunes se mobilisent pour faire évacuer les eaux à chaque fois que le quartier est confronté à une inondation. C'est pourquoi Pape Moussa Kamara lance un appel aux autorités. À chaque fois, on a du terrain, jeunes yi bu génn mobilisé wu gas koñ donc du dem maire gisuñu sax waa dégg. Ici, ce sont les jeunes qui se mobilisent pour lutter contre les inondations. On ne sent pas la présence des autorités municipales. C'est pourquoi je les appelle à nous aider à avoir des canalisations. nga xam ne mun nañ jàpp si combat bi nga xam ne mu ñor doomu Ndangaan muy canalisation mu ñëw dimbale ñu si seen kéemtalaay kattan. Les populations du quartier abattoir Nangan remercient le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Serigne Mboup a mis à la disposition des habitants ce tractopelle qui vient en appui aux populations. Et quels enjeux pour le développement à la base pour l'informaticien, mathématicien et ancien d'IBM Mamadou Ndiaye, le secteur privé est un moteur de développement non négligeable. Il insiste également sur l'importance de financer les jeunes entrepreneurs. Mamadou Ndiaye, par ailleurs président du Parti républicain démocratique du Sénégal, est au micro de Sophie Abba. Le développement de ce pays ne peut pas se faire sans le développement du secteur primaire, que sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et les raisons sont très simples. Si on regarde aujourd'hui dans tous les pays du monde, le baromètre de développement d'un pays se mesure toujours par la taille de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quoi? C'est les fils des paysans, des éleveurs, des pêcheurs qui peinent, si vous voulez, ces éleveurs, pêcheurs et paysans peinent à joindre les deux bouts pendant l'année. Et les raisons sont très simples. On ne peut pas vouloir travailler pendant 3 mois et vivre pendant 12 mois. Parce que pourquoi? Parce que la saison de pluie dure en quelque sorte 3 mois. Si maintenant, après la saison des pluies, on ne fait plus rien, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné de l'année, on sera obligé d'aller voir ses enfants, ses neveux à gauche et à droite pour joindre les deux bouts. Et c'est la raison pour laquelle ces neveux, ces fils, ces filles, qui ont leurs parents, qui appartiennent surtout à ce secteur qui est le secteur primaire, sont obligés des fois de venir en appoint à leurs parents afin qu'ils puissent vraiment survivre. Et cela les empêche eux-mêmes d'avoir une vie normale. Et ils sont obligés ensuite de puiser sur leurs épargnes pour donner satisfaction à la demande de ses parents. Et je vous le disais tantôt, la commune de Médina Chérif, c'est dans le département de Kolda, veut lutter contre la précarité des femmes en milieu rural. Les autorités locales comptent s'appuyer sur l'agriculture et la transformation des produits locaux pour promouvoir le développement et l'autonomie financière de ces femmes. Reportage Nyasanba. Balokunda, dans la commune de Médina Chérif, arrondissement de Mampatim. Dans ce village, la principale source de revenus des femmes, c'est la transformation de la pâte d'arachide. Mais le matériel dont elles disposent ne permet pas d'avoir un produit fini. Mais grâce au partenariat entre la mairie et l'IMSEC, ces braves femmes n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Diaoubé pour transformer leurs produits. Auparavant, nous prenions les arachides pour les amener jusqu'à Diaoubé afin d'obtenir un produit fini. Mais si nous obtenons une machine pour faire tout le travail, ici, ça va booster notre activité. Après Mbalokunda, cap sur le bassin de l'Anambé, ici, c'est la culture du riz de contre-saison qui pousse à perte de vue. Conscients du potentiel que cette zone peut apporter dans l'autosuffisance en riz, les agriculteurs sollicitent encore un appui de l'OSOP pour emblaver plus d'hectares. Il nous faut de bons tracteurs, c'est-à-dire des tracteurs performants de 150 chevaux, d'où là où on peut labourer à sec. Donc il nous faut aussi des motopompes fardage, c'est-à-dire les motopompes qui ne fixent pas sur le pompage, qui se fixent dans les canaux. Le directeur d'IMSEC Sénégal qui était en déplacement dans la zone
a promis un accompagnement aux acteurs économiques sur le moyen et le long terme. Et nous avons un engagement très fort avec le maire pour pouvoir continuer nos actions ici sur le moyen et long terme. Parce que si nous discutons avec le maire pour avoir un siège ici, ce qu'il nous a accordé, il nous a donné plus que même ce que nous avons espéré. Donc ça veut dire que nous allons rester dans la durée. Nous sommes à Diaoubé, nous sommes à Vélingara et nous allons avoir 1 hectare ici. Le maire de Médina Chérif veut faire de sa commune une référence en termes de développement durable. Nous ne sommes plus une collectivité locale d'infrastructure sociale ou sociale. Nous sommes aujourd'hui une collectivité locale porteuse de développement durable, porteuse de développement harmonieux, de développement économique et social. C'est ça qui nous motive, qui nous pousse à aller travailler avec des partenaires aussi importants. Et c'est un honneur de recevoir le directeur général de l'INSEC parce qu'il pouvait se demander à ses équipes. Mais il a tenu à venir, il a tenu à travailler avec nous. La commune de Médina Chérif compte 57 villages. Elle est à cheval entre 2 pays frontaliers, la Gambie et la Guinée-Bissau. À présent, cette petite note en sport. Football Euro 2021. L'équipe d'Espagne vient de se qualifier pour les demi-finales de ce championnat. Les Espagnols ont toutefois souffert pour écarter la Suisse en quart de finale du tournoi au tir au but 3-1, 1 but 1-1. Après prolongation, les joueurs d'Enrique vont affronter le vainqueur du match Belgique-Italie qui se joue d'ailleurs à l'instant. 2-1 en faveur de l'Italie pour l'instant. Un lion à Emeja Karambodj était dans nos locaux ce vendredi. L'international sénégalais qui évolue désormais à Salia FC au Qatar a fait le déplacement à l'immeuble Beli Bousso ici au point E, accompagné d'une autre ambassadrice du pays de la Teranga, l'ex-Miss Sénégal Fabienne Félio, accueillie également par le directeur général du groupe Emeja Invest. Le défenseur sénégalais a révélé anecdote à l'appui comment il avait été marqué par une image concernant Mahmoud Ibra Khan en marge du mondial 2018 en Russie. Admiratif, j'y arrive, oui, du journaliste. Il a continué à le suivre donc assidûment au point de manifester le désir d'acheter des exemplaires de son livre, de son dernier livre pour sa propre culture, mais également pour des dons à des établissements scolaires de sa ville natale, Hambourg. Au terme de sa visite, Karambodj a accordé une interview à BNF Babacar Ndaoufay dans laquelle il revient sur l'évolution de sa carrière, ses choix de s'exiler au Qatar, sa forme du moment, mais également ses ambitions de réintégrer la sélection nationale pour aller chercher la CAN 2022 au Cameroun. Une interview à suivre très bientôt sur E-Média et ITV. Votre rubrique Fenêtre d'Afrique s'intéresse ce soir au verdict du coup d'État manqué en 2019 au Gabon, le 16 janvier 2019 précisément. Kelly Ondo Obiang et 2 de ses complices sont écopés de 15 ans de prison et 31 millions de francs CFA d'amende. Donc le procès a duré 5 jours devant la Cour militaire spéciale. Aziz Adewale Chandi en ligne depuis Libreville pour revenir donc sur les coulisses de ce procès. Bonsoir Aziz. Bonsoir. Comme vous le voyez, la semaine dernière nous disions qu'il pleuvait encore au Gabon malgré la saison sèche et précisément à Libreville. C'est toujours le cas cette semaine, mais l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui est liée à la justice. Il s'agit bien entendu de la condamnation du lieutenant Kelly Ondo Obiang et de 2 de ses complices pour 15 ans de réclusion criminelle, à 15 ans de prison. Le procureur de la République avait dans ses réquisitions demandé la prison à perpétuité, mais finalement ils ont été condamnés à 15 ans de prison et 31 millions de francs CFA d'amende. Et à propos de cette amende, eh bien, l'avocat de Kelly Ondo Obiang, Maître Mugende, a demandé comment ses clients pourraient s'acquitter de cette somme alors qu'ils passeront le temps en détention. Il a annoncé
s'être pourvu en cassation. Les 6 autres gendarmes qui, eux, avaient été mis hors de cause par le lieutenant Kelly Ondo Obiang lui-même depuis le début de ce procès devant la Cour militaire spéciale qui a duré au moins 5 jours, eh bien, les 6 autres gendarmes ont recouvré la liberté parce qu'ils ont été jugés non coupables. Alors, il y a eu quelques réserves, sinon de la colère de la part de l'un des avocats de Kelly Ondo Obiang, qui a regretté que le frère du président gabonais Ali Bongo Ondimba, cité à plusieurs reprises par Kelly Ondo Obiang, n'ait pas été amené à s'exprimer devant la Cour. Et on peut retenir également la satisfaction relative de Maître Mumbembe qui estime que 15 ans de prison c'est déjà une victoire vu que c'était la prison à perpétuité qui a été requise par le procureur. Donc la toile s'est emballée, il y a eu de nombreuses interrogations par rapport à la non-comparution de Frédéric Bongo Ondimba, donc le frère du président gabonais cité par Kelly Ondo Obiang, mais également du ministre de la Justice de l'époque, Massar Kabinda. Voilà, il y a de nombreux commentaires, mais l'on s'en tient pour l'instant à cette décision de justice qui ne peut être commentée par les avocats, comme l'a indiqué Maître Mumbembe au sortir de ce procès qui aura duré près de 24 heures, puisqu'il a démarré le mercredi pour se terminer le jeudi au petit matin. Merci Aziz Adewalen Chandi, et c'est ce qui met en terme à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes en compagnie d'ITV.